Alors bonjour à tous, ce matin j'ai la chance de recevoir Alexandre Boscari. Il est multiple champion du monde, c'est aussi notre apnéiste qui a ramené 2 médailles lors des World Games cet été. Alexandre est aussi chercheur à l'INRA, bref, vous l'aurez compris, ce matin on va parler d'apnée. Alors Alexandre, bonjour. Oui. Bonjour. Avant de parler performance, comment tu te définirais? Me définir, bon, je sais pas, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie, puisque à 17 ans, j'ai quand même eu un accident de moto où j'ai failli perdre ma jambe. Et finalement, j'ai eu la capacité de rebondir et de ne pas vivre dans le passé. Et d'essayer de voir toujours ce que je pouvais faire et de vivre au mieux mon handicap qui ne m'empêche pas de vivre, quoi. Et finalement, je pense que j'ai un côté assez positif dans la vie. À quel moment l'apnée est devenue un moteur dans ta vie? C'est devenu un moteur, peut-être plutôt le côté compétition. C'est quelque chose qui est venu assez moteur il y a entre 6 ans et 7 ans peut-être. J'ai commencé à progresser en statique et à 6 ans j'ai commencé à pratiquer le statique mais en binôme avec mon buddy qui s'appelle Philippe Martelly et avec qui on a commencé à vivre cette expérience du statique un peu comme en rallye. Lui il avait été copilote de rallye jeune et où en fait je m'entraîne avec lui, je fais tous mes entraînements avec lui, il gère tous les chronos, moi j'ai la tête dans l'eau et on vit les compétitions à deux. Et on prend autant de plaisir que ce soit à l'entraînement qu'en compétition. Et c'est devenu un bonheur de vivre cette expérience de la compétition comme ça avec lui et d'avoir ces échéances au cours de l'année, de progresser au cours de l'année. C'est un peu là où j'ai commencé vraiment à plonger dans l'univers de la compétition. C'est un vrai duo, quoi. Finalement, il y a un lâcher-prise total. Ouais. Oui, là le gros avantage parce que contrairement aux dynamiques, en dynamique tout le monde s'entraîne mais avec une sécu qui est plus ou moins éloignée en faisant des exercices différents. En statique c'est très difficile de s'entraîner tous les deux en binôme. Donc là j'ai la chance, j'écris mes entraînements, lui il les met en forme sur une feuille et il prend ses chronos, genre 2 chronos, et finalement il va gérer mes entraînements avec les top départ, les récup, et moi je mets la tête dans l'eau. Et je peux complètement arrêter de devoir calculer tout ça. Je peux être juste dans une phase un peu plus de détente. Ce qui m'amène à une situation et une chance incroyable que même je pense qu'en France, il n'y a pas tellement de compétiteurs statiques qui ont cette chance-là. Et la deuxième chance, c'est le fait de vivre quelque chose à deux. Elle augmente encore la motivation à vivre ça, quoi. Aujourd'hui, tu vis ton handicap, j'ai l'impression, non pas comme une contrainte, mais quelque part presque comme une force. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est vrai que je vis mon handicap sans vraiment le ressentir vraiment. C'est-à-dire que je fais dans la vie à peu près tout ce que j'ai envie, tout ce que je veux. Et je suis assez peu limité. Donc j'ai choisi quand même de faire ce que je peux faire. Hein. Par exemple, mon fils fait du VTT, je ne peux pas le suivre, ça pourrait être une frustration. Bon, j'essaie de passer à côté et d'être toujours dans ma vision positive et je fais ce que je peux. L'apnée est une chance parce que finalement je peux m'éclater, je peux vraiment faire ce que je veux et finalement j'ai l'impression de vivre chaque jour comme si je n'avais pas d'handicap un peu. Je le vis ou je l'utilise, c'est vrai en compétition, puisque je me classe dans une classe différente que les valides. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, je n'ai pas ça en tête. Je vis pas mon handicap vraiment. En fait. C'est assez ancien, hein, j'avais 17 ans. Et en voyant la vie toujours en allant vers l'avant, en allant dans la direction positive, je fais ce que je peux, je fais plein de choses. Et quand je vois tout ce que j'ai fait les dernières années. Alors maintenant, si tu veux, on va aborder un petit peu ta rencontre avec l'apnée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fasciné dès le départ dans cette discipline? Ouais. Ce qui est marrant, je pense que ça vient de très jeune, vraiment de gamin.
dans la piscine chez mes grands-parents, je préférais nager sous l'eau. Je passais beaucoup de temps à faire des allers-retours sous l'eau, sans faire de statique, mais juste nager. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge d'aller à la mer, j'ai mis un masque, des palmes et j'allais chasser, je descendais. Petit à petit, j'étais capable de descendre de plus en plus profond, quoi. Sans être profond, je dis une dizaine de mètres, pas plus. Et j'ai toujours été passionné par l'eau et par cette façon de ne pas respirer sous l'eau. Puis mes études ont fait que je me suis retrouvé à faire une thèse. Et pendant ma thèse, j'ai eu la chance de voir une conférence de Loïc Leferme en me disant mais ça c'est le truc que je voudrais faire plus tard. Et je suis parti 1 an et demi en Écosse pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Et à mon retour, en fait, j'ai été recruté chargé de recherche dans l'équipe dans laquelle j'ai fait ma thèse. Et je crois 6 mois après, quelque chose comme ça, en 2007, je suis allé m'inscrire au SIPA et j'ai commencé à plonger avec le club. Ok. Voilà. Et là, depuis 2007, aujourd'hui en 2025, j'ai jamais changé de club. Alors, tu es chercheur, tu es scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette particularité te permet d'aborder l'apnée avec une différence? J'ai un côté scientifique que je vais utiliser dans ma préparation. Comment je crée mes entraînements, et surtout comment je les retranscris. Tous mes entraînements sont retranscrits, j'ai des fichiers où je mets ce que j'ai fait, les temps que j'ai fait, les sensations de chaque. Et donc j'analyse, je fais un peu un suivi comme ça au fur et à mesure. J'ai fait un peu de littérature scientifique qui sont liées à l'apnée, mais il n'y a pas forcément grand-chose. Okay. Mais ça me sert un petit peu dans le côté de calculer, de programmation et d'analyse de chaque performance. À quel moment tu décides de passer du loisir à la compétition? Je passe de façon un petit peu sans m'en rendre compte finalement. C'est-à-dire qu'au club, depuis 2007, au fur et à mesure, au début, je faisais un peu de piscine, un peu de mer, je progressais lentement. Quand je me suis inscrit au club, je faisais déjà 5 minutes de statique. Mais les premières années, je ne progresse pas en statique, quasiment pas. Mais je passe des diplômes quand même dans le club pour commencer à être encadrant et pour aider à encadrer. Et je finis par, quelques années plus tard, à être encadrant, au moins une dizaine d'années, à être encadrant et former d'autres personnes, à les motiver pour faire de la compétition, alors que moi, j'en ai quasiment pas fait. Du coup, en fait, je m'inscris aussi en compétition et j'y prends goût, quoi. Je mets le pied dedans. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût à la compétition. Et puis, il y a eu aussi un autre déclic. C'est que j'étais arrivé à peu près à 6 minutes 25 en statique et j'ai commencé à m'entraîner à sec. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un entraînement en statique, je me suis entraîné au niveau de mon travail. Il y a une petite salle de sport et je m'allongeais, je faisais des exercices d'apnée et le premier entraînement, déjà, je dépasse mon record dans la piscine. Je fais 6,45 c'est génial, ce qui est énorme déjà. Ouais, c'était énorme. Donc je reviens, je prends la photo du chrono, je l'envoie à ma compagne. Quelques jours après, je refais un entraînement et là, je dépasse les 7 minutes. Donc en 2 entraînements, j'avais dépassé. Et en fait, ça a été un engrenage. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'entraîner en statique régulièrement, en cumulant des entraînements à sec et en piscine. Et ça m'a fait progresser en compétition aussi. Bon, on a l'impression d'un engrenage hyper positif, quelque part, comme tu le dis, mais est-ce qu'au départ, tu as été amené à rentrer en contact avec des obstacles, avec des difficultés? Oui, un des obstacles ou des difficultés, c'est-à-dire que les entraînements au départ, j'en faisais beaucoup plus à sec qu'en piscine. En fait, j'ai commencé un peu à arrêter la mer pour aller en piscine quand j'ai eu mon premier fils, mon premier garçon. Okay. Et que les sorties mer, ça prend beaucoup de temps quand même. Toute la matinée, l'après-midi, on est un peu fatigué. Donc je me suis mis plus vers la piscine. Mais ce qui était étonnant, c'est que je m'entraînais donc beaucoup plus à sec. J'arrivais facilement à faire 7 minutes régulièrement. Quand je faisais le même exercice en piscine, ça ne marchait pas. J'allais en compétition, je faisais que des sets à sec. En compétition, impossible. Je bloquais à 6,40 par exemple. Et je les ai fait au championnat de France, quoi. Mon premier 7 minutes en compétition, c'était en championnat de France, quoi. Et finalement, qui t'a accompagné ou plutôt qui t'a inspiré sur ce chemin vers la performance? Alors, il y a eu une expérience qui m'a aussi beaucoup fait progresser. C'est que pendant la période du Covid,
un collègue du club, Thomas Bouchard, qui était un des meilleurs Français en statique à son époque, il y a quelques années, nous a fait des cours en visio de statique. Et 2 fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine, on se retrouvait à l'époque où tout le monde était confiné, à se faire des entraînements en visio à travers l'écran. Et ça a été... donc là, j'ai commencé à cumuler un petit peu d'exercices. Et Thomas, en fait, m'a donné beaucoup de conseils, m'a donné beaucoup d'exercices, sans me faire le coach au jour le jour, hein, mais il m'a donné beaucoup de conseils, ce qui m'a donné une base de travail sur lequel j'ai pu m'inspirer pour faire la plupart des exercices que je continue de faire pour m'entraîner, quoi. Donc c'est Thomas qui m'a vraiment guidé dans mes premiers pas en statique. Donc des bons résultats en compétition et tout ça, ça va nous amener à Lignano. Ouais. Lignano pour les championnats du monde de para-apnée, para-nage avec palme. Ouais. Dès le départ, j'ai l'impression qu'on ressent une symbiose et une ambiance assez incroyable entre tous les membres qui étaient présents. Oui, oui. J'avais eu la chance de vivre avant 3 mondiaux. J'avais quand même une idée un peu de l'ambiance, hein, qu'on pouvait vivre dans des expériences comme ça. Mais quand je suis arrivé à Lignano et qu'on s'est retrouvé toute l'équipe de France, c'est vrai qu'il s'est créé une atmosphère complètement différente et un esprit beaucoup plus soudé, un collectif vraiment très soudé qui était vraiment incroyable, quoi. Et à cela aussi se rajoute le lieu, quoi, parce que Lignano, en fait, c'est un centre sportif où en fait on était tous regroupés, on dormait dans le centre et on mangeait, on avait une table, la table de l'équipe de France, et on se retrouvait tous au repas, ce qui a aussi créé un petit peu cette symbiose entre nous, parce qu'on a créé une amitié lors de cette compétition entre chaque compétiteur. Ouais. C'est extra. Et alors finalement toute cette symbiose de l'équipe, ça va t'amener à ta première énorme victoire, puisque tu deviens champion du monde CMAS en 2024 là-bas à Lignano. Ce qui est incroyable, c'est qu'un peu au départ, finalement, je découvre qu'il existe des mondiaux handi un peu par Facebook. Une amie, que je connaissais pas, Servan, qui avait mis un post, donc je lui ai écrit et je lui ai dit mais comment vous êtes allé au premier mondiaux handi, je n'étais pas au courant. Et on rentre dans un groupe WhatsApp et finalement ce collectif se retrouve à aller participer aux 2e mondiaux et ils ont lieu en novembre, mi-novembre, du 14 au 18 novembre 2024. Ce qui fait que les saisons, en fait, généralement le championnat de France c'est en juin, les mondiaux fin juin. Je passe les vacances, juillet-août, et je commence ma préparation en septembre pour être prêt mi-novembre, donc c'était un timing très serré. Je me prépare surtout en statique parce qu'en y allant, je me dis je ne connais pas la concurrence et je m'attends à avoir plus de chances de gagner en statique parce que je m'entraîne beaucoup et je m'entraîne quand même 2 fois en dynamique pour aller à Lignano, quoi. Et Lignano arrive la première épreuve, donc c'est la brasse. Et sur la brasse, je fais 101 mètres et je finis champion du monde sur la première épreuve. Donc sur le coup, je me dis, je fais que 101 mètres parce que mon record personnel de l'époque, ça devait être 108 ou 109. D'accord, ouais. Légèrement déçu, mais en étant champion du monde, j'étais pas vraiment déçu. Et arrive à la 2e épreuve, le 2e jour, et là, c'est le bipalme. Mon record en bipalme à l'époque était à 109, quelque chose comme ça. J'avais à peu près la même perf en brasse et en bipalme d'ailleurs. Et là, je sors à 151 mètres. Et mon coach qui était sur le bord du bassin, il était en stress. Parce que lui comme moi, on était venus pour faire le statique qui était le 3e jour. Si je faisais une syncope au 2e jour, ça ne nous mettait pas dans les meilleures dispositions pour le 3e jour. Et je sors à 151, la banane, et puis je suis resté sur cette médaille d'argent, parce que là, contre moi, Casper fait 163. Mais en fait, j'étais tellement heureux d'avoir explosé mon record et d'avoir touché le 3e mur de 50, des 150, que toute la nuit, je suis resté à penser à ça et pas penser à l'épreuve du lendemain. Et le lendemain, je fais mon statique, je fais 7,43, donc je bats mon record en compétition. Et ça a été un moment incroyable. Donc je sors, je saute dans les bras de Philippe, mon buddy, et des sensations incroyables, quoi. Qu'est-ce que ces victoires
ont changé pour toi sur ton regard sur toi-même, sur même tes objectifs qui allaient arriver? Je dirais que je ne suis pas sûr que c'est changé grand-chose sur moi. Peut-être que ça a dû jouer pour la Chine parce que bon, j'ai confiance, quoi. J'ai peut-être gagné en confiance parce que finalement, je viens avec un objectif et j'arrive à remplir l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça, c'est très positif. C'est surtout ça. Je pense que sinon, ça m'a pas fait complètement évoluer, ou j'ai pas la sensation que ça me fait trop évoluer, quoi, finalement. Peut-être ça m'a permis de voir que dans des événements majeurs, avec la pression de l'événement, je pouvais le faire simplement. Ce qui en fait peut-être arrive en conséquence un peu de beaucoup de compétitions de statique, oui. où je ne suis pas rentré avec l'objectif fixé. Un peu cette frustration de ne pas avoir rempli l'objectif, et en se disant, mais c'est peut-être des fois à se mettre trop de pression, à se dire tiens mais l'objectif c'est ça, et finalement d'y aller peut-être plus serein et en se posant, c'est-à-dire que ma préparation, les minutes qui précèdent ma mise à l'eau, je suis beaucoup plus détendu, je fais beaucoup moins de choses. Par le passé, on allait en compète tout un groupe, et les 2 heures qui précédaient, j'avais un planning très serré de tout ce que je faisais au bord du bassin. Et maintenant, en fait, je fais beaucoup moins de choses. J'essaie de moins penser à ce que je vais faire après, moins penser à la mise à l'eau et à ce que je vais faire, et être plus dans être un peu ailleurs, quoi, être détendu et pas penser. Tout ça, ça va nous amener vers les World Games, vers Chengdu, où tu remportes 2 médailles. Mais dès le départ, on a senti déjà, encore une fois, une symbiose assez incroyable au niveau des équipes de France, parce que finalement, vous ne faisiez plus qu'un. Ah ouais, ça c'est une chance incroyable. C'est que comment s'est fédérée l'équipe de France, les moyens qu'a mis aussi la fédération pour nous amener là-bas, et partir dès le 4 août. On est parti le 4 août, la première épreuve étant le 10 août. Donc de façon à pouvoir très rapidement encaisser le jet lag et même avoir la possibilité de voir les piscines et s'entraîner dedans, quoi. Donc ça a été extrêmement important parce que du coup on est arrivé le 5 à Chengdu et je dirais en 2 jours, quasiment en 2 jours, j'avais récupéré le jet lag. Et aussi on a fait connaissance, toute l'équipe, puisqu'on était regroupés à la fois la nage avec palme et l'apnée. Donc avec Guillaume et Céline pour les valides en apnée et Mathieu et moi pour l'emmener. Okay. Et puis il y avait 4 athlètes pour la nage avec palme. Pour la nage avec palme. Et du coup très rapidement, plus le staff, avec Agathe, notre kiné, Maxime qui a fait un travail incroyable, Maxime Bergeron qui était donc le coach de l'équipe de France, qui nous a, pour toute la préparation, toutes les réunions qu'on a fait, nous a amenés dans les meilleures conditions. Ce qui fait que c'est vrai, on est arrivé à l'épreuve petit à petit, on a fait 4 entraînements en piscine, dans 2 piscines différentes. Les 2 derniers jours, on a pu voir la piscine de l'épreuve, qui faisait quand même 3 mètres de fond, et donc ça valait quand même le coup d'avoir la possibilité de se tester dans cette piscine, pas tester un max, mais au moins prendre nos repères. Et finalement, moi je remercie l'équipe, je remercie Maxime et la Fédé de nous avoir amenés à être le jour J dans les meilleures dispositions. Est-ce que dès le départ, quand tu arrives là-bas en Chine, est-ce que tu es conscient qu'il peut se passer quelque chose? Au fond de moi, dans ma tête, je sais que j'ai toutes mes chances puisque j'arrive avec la 2e meilleure perf mondiale dans les 2 disciplines où je participe. Donc logiquement, un peu comme Guillaume Bordila, j'étais dans les meilleurs auspices ou avec le maximum de chances. J'essaie de pas trop me projeter, notamment parce qu'il y avait ainsi 3 athlètes qui allaient participer, qui étaient inscrits sur la liste de départ, que je connaissais pas, 2 athlètes chinois que je n'avais pas vus dans le zoo à Lignano, plus un athlète russe. Donc du coup, les 3 pouvaient être extrêmement bons et je pouvais être 4e aussi, quoi. Donc, ouais, dont ce fameux chinois. Ouais, donc un fameux chinois de 28 ans, qui a un handicap au bras, donc il a un seul bras valide pour nager, qui à la brasse sort 135 mètres avec une nage magnifique, qui a un kick au niveau des jambes parfait et avec un bras faire 135 mètres. Quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est énorme. Alors pour toi, comment va se dérouler la compétition et quelque part, quelle recette tu vas mettre en place
pour ne pas la subir et réussir à transformer ça toujours en positif? Je pense que ce qui a été, ce qui a dû pas mal m'aider, c'est les 4 petits entraînements qu'on a fait en piscine nous a permis, donc moi j'ai beaucoup travaillé avec Mathieu et on était à côté avec Guillaume et Céline où on prenait chacun nos marques et avec Mathieu on a travaillé un peu en binôme tous les deux pour régler un petit peu tous les petits détails, le lestage, les palmes, le palmage, la brasse, retrouver tous les petites marques et notamment les 2 derniers jours dans la piscine officielle. Je pense que ça a permis en fait de dire tiens mais voilà, je suis comme chez moi, c'est la piscine, c'est bon, je vois comment je vais faire, je vois comment je vais sortir. Et après il y a eu au moment du jour J, il y avait quelque chose qui était un peu différent, qui aurait pu me déstabiliser en fait. C'est que pour toutes les compétitions en dynamique, comme je viens du statique, je me prépare, je vais me faire un échauffement. Je m'échauffe pas dans l'eau, je ne mets même pas à l'eau pour m'échauffer. Je fais un échauffement qui consiste uniquement à faire 3 à 4 minutes de statique au bord du bassin, à quelques minutes du départ. Et normalement à 6 minutes du départ, comme ça je fais quelques pas, je me mets à l'eau et je fais mon dynamique. Et là c'était impossible. C'est impossible parce que l'organisation avait mis en place, un peu comme en natation, des chambres d'appel. Eh oui. Et du coup, la chambre d'appel, on est assis, donc 5 minutes, on est appelé 10 minutes avant son départ, pour rester 5 minutes en chambre d'appel. Et après, 5 minutes avant notre départ dans l'eau, le top officiel, on rentre dans la piscine, sous un panneau éclairé, lumineux. Donc c'est assez grandiose. Hein. Et avant d'entrer dans cette chambre d'appel, 20 minutes avant, on nous appelle dans une vraie chambre d'appel. Donc les 20 minutes qui précèdent ma perf, c'était pas possible de m'allonger, j'étais faim. Du coup, je pars en me disant, c'est pas grave, je vais pas faire ça, je vais changer ma préparation, je vais faire ce qu'on appelle un no warm-up. Ok. Sans échauffement. Et donc, je reste autour du bassin d'échauffement. Je fais mes étirements toujours, mais généralement 2 heures avant mon passage, je fais quelques étirements. Et après, je fais des exercices de respiration. Donc, c'est juste de la cohérence cardiaque. Et là, j'avais pris un bouquin, j'ai lu un bouquin, j'ai pas mal passé de temps à lire. Et après, quand les épreuves ont commencé à démarrer pour les valides, et il y avait Céline et Guillaume qui passaient, en fait, j'ai laissé mon téléphone. En même temps que je me détendais, je les regardais passer. Finalement, tu es presque devenu spectateur de ta performance, quoi. Spectateur. Après, on m'a appelé. J'étais en train de traîner en regardant la vidéo. D'un coup, on m'appelle. Donc, une personne de l'organisation m'amène en pré-chambre d'appel. Ouais, j'étais là, je suis venu comme là. Sans me poser des questions sur l'événement que j'allais passer. Alors, Alex, on parle de la compétition, mais au départ, il me semble pas que tu nous aies parlé de ta préparation. Je crois bien qu'ici on est au niveau de la piscine où on est sur le bord de la piscine de Camille Muffat. La piscine s'appelle Camille Muffat à Nice. Et en fait parce que l'épreuve les Jeux mondiaux avaient lieu au mois d'août. Du coup, en fait, j'ai dû demander à la ville de Nice de me fournir un bassin pour pouvoir m'entraîner au mois de juillet. C'est extra. Et la ville de Nice, qui soutient beaucoup notre club. Et en fait, j'étais président du club par le passé. J'ai eu beaucoup de contacts avec Mélanie Legrand de la ville de Nice qui m'a toujours soutenu Et donc là, elle m'a fourni la possibilité de m'entraîner ici, tout le mois de juillet, dans 2 créneaux par semaine. Et donc cette piscine au mois de juillet, tu imagines que c'est un régal de s'entraîner. Extraordinaire. Le seul truc, c'est que j'avais aussi besoin d'un maître nageur autour de moi pour m'entraîner. Et là, j'ai eu de la chance, en fait, qu'une personne du club, Délévue Talard, qui est aussi comédienne, et elle soit dispo, et qu'elle vienne m'aider à préparer. Et ça a été un peu aussi un binôme, parce que elle a beaucoup œuvré pour m'aider à peaufiner mes techniques. Parce que comme je m'entraînais plus beaucoup en dynamique depuis 3 ans, c'est plein de petits gestes pour nager la brasse sous l'eau. Et j'avais tendance, des fois, je me mettais comme ça, je fallais me quitter. Donc elle a beaucoup corrigé sur tous les petits détails. Ma position sous l'eau, sur ma technique. Et donc elle était là, au bord du bassin tout le temps. Et puis je remercie aussi Guillaume Nestur, qui lui est le coach qui m'a tous les entraînements.
Super. qui a essayé de faire travailler mes entraînements aussi sur un aspect, c'est-à-dire que comme j'ai très peu de quadriceps, quand je nage en palme, en bipalme, finalement au bout d'un moment je fais tellement de lactique que j'arrive plus à palmer, je perds les jambes. Ça arrive beaucoup autour de 75, 80, des fois 100. Et après là en fait je suis en dynamique avec palme, mais en fait on a le droit de pousser les bras et stimuler des bras. Ok. Et donc on a beaucoup travaillé pour essayer de trouver des techniques pour savoir quand est-ce que je commence à utiliser les bras. Mais le mois de juillet où je me suis entraîné ici a été un bonheur. Finalement, ça a joué une part importante dans tes résultats incroyables là-bas au World Games. Les 2 perfs que je fais là-bas, elles sont, il y a aucun doute, elles sont dues à la préparation que j'ai fait en un mois ici. Vraiment, j'ai peaufiné ma technique. Alors finalement, tous ces petits ajustements, une préparation qui tourne bien, une ambiance là-bas impeccable, toi qui arrives à trouver la solution pour ne pas subir la pression, tout ça, ça nous amène au podium. Ouais. Mais le podium, finalement, comment tu le vis? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que les émotions même que tu peux rencontrer? Et la brasse, la première épreuve, c'est vrai que sous l'eau, bon, j'arrive à 100, je me souviens, j'arrive à 100 mètres, je tourne, et en fait, je savais, quand je suis arrivé aux 100 mètres, je savais que j'ai des médailles de bronze. Parce que j'avais demandé à Maxime Bergeron, qui est le coach, de me dire en fait les performances des athlètes qui étaient passés avant moi. Donc je savais que c'était sur le podium, mais bon, je me dis, bon, là t'es bien, vas-y. Et je m'étais fixé comme objectif en me préparant d'atteindre 120 pour essayer de battre également le Danois Casper. Et c'est incroyable parce que finalement j'arrive à 120, je sors, et là quand je reçois le carton blanc pour me dire que c'est bon, la juge me dit en plus 122, c'était comme un fou, donc je remercie la sécu, je sors de l'eau et je ne suis des C'est génial. Je remercie la foule et je fais tout le tour parce que là je rentre par arrière pour revenir et je retrouve Maxime. Donc moi j'avais la gorge nouée, j'arrive, Maxime qui m'attendait, qui avait les yeux un peu rouges et de l'émotion aussi. Ça c'était un moment qui m'a plus marqué. Et après je reviens à mes affaires, je prends mon téléphone pour essayer d'appeler ma compagne et mon fils. J'étais incapable de parler. J'étais incapable de parler. L'émotion faisait que ma gorge elle était nouée. Et donc j'ai réussi à me préparer pour aller sur les podiums. Et ben j'ai la tenue officielle du podium. Et ce qu'a fait la Chine pour ces jeux quand même, ils ont vraiment mis la barre très haut. Et pour chaque petit point et l'organisation même des podiums, c'est vrai que ça mettait quelque chose d'officiel, et on arrivait un peu comme Bien sûr. comme on peut le voir à la télé. Moi, j'ai regardé les Jeux paralympiques l'année d'avant et ça fait une émotion quand tu vois les gens arriver sur le podium. Et là, c'est moi qui vivais cette émotion. Et c'est des trucs qui restent gravés dans. Alors d'ailleurs, j'ai vu que tu nous avais ramené tes médailles, ce qui est quand même assez incroyable. On a du mal d'ailleurs même à s'imaginer la taille qu'elles peuvent faire parce que c'est vraiment énorme. 300 grammes. 300 grammes. Ils ont fait un joli petit seau avec un petit médaillon à l'intérieur sur lequel on a un petit singe. Un souvenir époustouflant. Et ouais, je les avais vus en vidéo avant d'aller là-bas. Elles faisaient rêver, quoi. J'osais pas trop y penser. Et ouais, c'est. Ah, c'est vraiment incroyable. Hop. Là, maintenant, j'ai plein de médailles à la maison. Elles sont toutes empilées. J'ai une boîte, elles sont empilées. Sauf celles des mondiaux qui sont pas empilées. Eh oui. Mais celles-là, maintenant, elles ont une place particulière. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on parle de para-apnée et pour nos auditeurs, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le para-apnée, qu'est-ce que c'est? Le para-apnée, en fait, il y a quelques différences par rapport aux valides, hein, bien entendu. Un peu comme on peut le voir aux Jeux Olympiques, aux Jeux paralympiques. Par exemple, en natation, il va y avoir des classes de handicap, parce que tout le monde n'a pas le même handicap, hein, on n'est pas dans une seule discipline. Et d'ailleurs, même à Chengdu, en fait, normalement, il y a 4 classes de handicap, de léger à plus important. Et on est classé dans ces différentes classes. Quand je suis allé à Lignano, le premier jour, en fait, j'ai vu un médecin qui a pris une feuille où, en fait, il y a des classes, des notations. Et en fonction des notes que j'avais sur chacun de mes handicaps, ça m'a classé. Par exemple, pour la brasse, je suis en classe 1.
parce que j'ai le handicap le plus faible. Pour le bipalm, je suis en classe 2 parce que ma cheville étant bloquée à 90 degrés et ma palme est pas complètement dans l'axe du palmage. Et après, Mathieu qui était avec moi à Chengdu, il est en classe 3 et classe 4, classe 3. Et Servan qui était venu, qui elle est sur un scooter et en classe 4. Donc voilà, c'est réparti dans ces différentes classes de handicap. Ça, c'est les handicaps physiques. Après, il y a aussi les non-voyants qui n'étaient pas à Chengdu. Ils avaient limité, même à Chengdu, en fait, pour limiter le nombre d'épreuves et pas que ça déborde trop, en fait, ils avaient regroupé les classes 1 et 2 et 3 et 4. Eh oui. Et sur la classe 1 et 2, on avait 2 disciplines, la brasse et le bipalm. Pour les 3 et 4, ils avaient uniquement la brasse, uniquement la brasse qui n'était pas une privilégiée de Mathieu, qui en monopalme aurait pu faire un joli résultat. Donc c'est vrai qu'après si on fait un peu tout le tour, il y a beaucoup de classes au niveau, Oui. puisqu'il y a les non-voyants, et après on va avoir des classes au niveau de l'handicap mental. Et donc là aussi, il y a encore plein de classes. D'accord. Il y a beaucoup de catégories. C'était compliqué à mettre en œuvre aussi. Toutes ces disciplines, qu'est-ce qu'elles ont pu t'apprendre sur ta confiance, ta maîtrise de toi, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté à toi en tant qu'homme? J'ai toujours été positif, toujours confiant un petit peu dans mon travail. J'ai gagné en sérénité, peut-être l'âge un peu il fait aussi, le fait d'avoir la réussite en fonction du travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on s'investit, il y a un recours sur cet investissement, les heures qu'on a passées, l'investissement. Et après j'ai l'impression, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect où moi j'ai essayé d'accident de moto à 17 ans. Avant je faisais beaucoup de sport. J'étais en section sport et j'ai toujours besoin de faire du sport. Dès que j'ai pu marcher sans béquille au lycée en terminale, je suis allé voir la prof de sport, je dis mais moi je viens pas avec mes radios, je veux faire du sport. Alors que j'aurais pu être dispensé et en fait dès que j'ai besoin de faire du sport, ça m'aide pour tous les jours. Ça m'aide à me sentir bien dans la peau et j'ai besoin de faire du sport. Et l'apnée et notamment le statique m'ont apporté autre chose. C'est le fait d'être plus détendu, garder mon calme beaucoup plus, tu vois. J'arrive parce qu'on joue beaucoup sur la respiration, sur la détente, et ça m'a amené à une capacité à prendre le stress différemment. J'ai un boulot qui est quand même assez stressant. Enfin, il y a des impératifs, il y a des choses à faire. Et puis finalement, j'essaie d'encaisser le stress différemment. J'essaie qui ne deviennent pas, tu vois, contre-productifs le stress. Quoi. Et je pense que l'apnée statique, surtout, ma préparation m'a beaucoup aidé à ça. Comment on respire, mon travail sur la respiration. Quoi. Quel rôle a joué la fédération sur ton parcours? Sur mon parcours, alors leur investissement fort, on va dire, il est assez récent. Et finalement, Lignano. Eh oui. Même si finalement, c'est un peu un collectif d'apnéistes qui s'est créé, qui s'est déplacé pour y aller, mais en fait la fédération nous a quand même aidés pour nous inscrire, nous donner l'inscription au CMAS en fait. Bien sûr, oui. Et on a été soutenus, mais ce qui était un peu frustrant pour tous les athlètes, c'était qu'on n'était pas une équipe de France, même si on comprend, mais on était un collectif, c'était plus ou moins frustrant et à se dire, tiens, mais voilà, on est un collectif, c'était sur notre t-shirt, il y avait marqué collectif, mais c'est vrai qu'il y a des règles, là, je suis un boulot, il y a beaucoup de règles aussi. Et je peux le comprendre. Et donc du coup, malgré tout, ils étaient présents, nous ont aidés financièrement aussi. Bien sûr. Yann Skriller est venu nous rendre visite, qui était le responsable Handi-Sub. Donc tout ça, c'est une chose qui était un peu pas. Vous avez montré qui était sur place aussi. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour encore améliorer le parasport, le para-apnée? Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des choses importantes qui doivent être faites dès cette année. Je pense que les collectifs, moi, on est peut-être très demandeurs auprès de la Fédé et on tape fort pour que la Fédé nous accompagne. On sait qu'ils font les choses, c'est pas d'aujourd'hui. Yann est très investi. On a un nouveau groupe à la direction de l'AP avec Laetitia et dans son groupe, il y a notamment Yannick Saluden qui est très fortement investi avec nous dans Vaud pour faire avancer les choses le plus vite possible. Moi, je dirais qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes à faire cette année.
il faut que dans chaque club, on commence à détecter un petit peu les personnes en situation de handicap qui jusque-là peut-être ne pensent même pas à la compétition puisque finalement c'est pas pour eux. Et de commencer à mettre en place, s'il y a des compétitions départementales, à minima, régionales, dans lesquelles en fait on accepte, même si on n'a pas encore fini sur les classes de handicap, on commence à accepter un petit peu de faire participer pour les détecter. Il va falloir rapidement travailler sur les classes, au moins appliquer les classes qui se font au niveau classe, puisque finalement on peut adapter peut-être ce règlement. Donc il y a des choses au niveau règlement qui doivent être faites peut-être assez vite. On va pas tout faire en une année, mais je pense que rapidement il faut quand même pouvoir détecter, parce qu'il y aura des mondiaux en 2026 normalement, en novembre 2026. Et si on veut arriver avec une équipe de France forte, il faut pouvoir détecter tous les athlètes qui font y participer. Et ça, j'espère que la Fédé sera vraiment avec nous et qu'elle mettra le paquet pour qu'on ne loupe pas cette échéance. Alors aujourd'hui, en tant que champion, tu inspires forcément des sportifs, tu inspires aussi d'autres chercheurs parce que malgré tout, tu arrives à mener une carrière professionnelle assez exceptionnelle et peut-être même d'autres parasportifs. Quel message tu aurais envie de leur passer? Je pense qu'il faut croire en soi. Il faut faut aussi faut pas penser qu'on qu'on n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'on a un handicap, soit plus ou moins léger, plus ou moins fort. Je veux dire, peu importe. Vivre son handicap, c'est clair, c'est de l'accepter et de faire avec. Tu vois, de faire avec le genre de sorte, on n'a pas le choix. C'est de vivre ça le mieux possible et de pas avoir pas se sentir un usurpateur parce que mon handicap est plus faible que lui, j'ai plus de chance ou j'ai moins de chance, mon handicap est trop fort. Non, en fait, on est tous à notre place et on voit quand on fait ce collectif, quand on participe à Lignano, on est tous un peu comme ça, on est tous heureux d'être là, on est tous avec des handicaps complètement différents, on regarde pas de style handicap de l'autre. Et il faut foncer, quoi. Il faut y aller. Faut pas avoir de... L'acceptation. Ouais, une acceptation et se dire, ouais, c'est pour moi aussi, quoi. Là, tu as déjà vécu un été assez extraordinaire, mais j'ai l'impression que les bonnes émotions ne sont pas terminées puisque tu me disais qu'on est dans une semaine qui va certainement être assez incroyable. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui. Et même sur les podiums, en fait, même pendant l'épreuve, en fait, je pensais à l'heureux événement qui va m'arriver dans les jours qui viennent, parce que j'attends une petite fille. Et à tout moment, en fait, je ressens un coup de téléphone, c'est maman Carézo pour aller rapidement. Et donc là, je suis aussi heureux de cet événement qui va m'arriver. Et donc cette année 2025 va donner beaucoup de joie. Si je comprends bien, on a eu de la chance de réussir à finir notre interview. Je vais doublement te remercier, donc un peu en avance. Merci beaucoup Alexandre et encore bravo.